Pour commencer, pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose de regarder un petit clip. Ce soir, c'est une valse à 3 temps. Premier temps, la RD 154. Deuxième temps, la Marina, à Pointe de Verneuil, dont vous nous avez également beaucoup parlé. Troisième temps, un sujet qui vous passionne, qui nous passionne, qui a inspiré évidemment le nom de notre liste, Naturellement Verneuil, à savoir la transition écologique. Et là, j'arrêterai de parler, je vous passerai le micro, et ensemble, on réfléchira non pas à ce que sera exactement notre programme, mais aux grandes lignes qui amèneront à la construction d'un programme que nous allons donc co-construire encore une dernière fois avant la présentation de sa première partie, la prochaine fois, le 13 février. Quand je regarde la salle ce soir, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire en introduction. La première chose, c'est vous dire merci. Pas seulement à vous. Pas seulement à vous qui êtes ici. Merci à ceux qui nous regardent en direct. Je le répète, à chaque fois, on est nous-mêmes extraordinairement surpris du nombre de personnes qui nous regardent. La dernière fois, vous étiez presque 5000 de mémoire. Merci aussi à ceux qui nous aident. Parce qu'une liste, vous le savez, à Verneuil, c'est 33 personnes. Mais une liste, c'est pas 33 personnes. C'est 33 personnes et un paquet d'autres personnes qui nous ont aidés. Des personnes qui nous ont aidés, qui sont de Verneuil, mais aussi des experts, que je remercierai au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes qui durent depuis des années, voire un demi-siècle pour la RD 154, on y vient dans un instant, sans urbanistes, avocats et autres experts, architectes, etc. Et c'est un sujet qui nous dépasse en tant que candidat au municipal, bien que ce soit un sujet qui soit au cœur de la campagne municipale. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dessus, comme on dit. La RD 154 n'est pas un projet municipal. Ça ne veut pas dire que la ville n'a rien à voir là-dedans, mais on va y venir dans un instant. C'est une route départementale. Paul, qui va passer les slides ici ce soir avec moi, c'est la personne qui nous a aidés à structurer nos positions. On a épluché des pages, des pages, des pages. Pour la Marina, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est plus de 4000 pages qu'on a récupérées à l'Interco. Sur la RD 154, outre les associations qu'on a consultées, dont certaines, et je les remercie, sont là ce soir, de Verneuil, de Vernouillet et d'ailleurs, mais ce qui me paraît important, c'est de vous dire que le travail qu'on va vous présenter ce soir, c'est un petit peu le grand oral, comme on dit, parce que c'est le résultat, pour nous, de mois de travail. Allez. Vous connaissez tous ce projet, j'espère maintenant. Projet de la RD 154, chacun a déjà donné sa position. Vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre, vous avez des gens qui n'ont pas d'avis. Vous vous souvenez, la dernière fois, juste avant les fêtes, on vous avait dit que les résultats de notre étude en porte-à-porte, c'était 70% des habitants de Verneuil, sur un échantillon représentatif, se disaient opposés à ce projet. 70% des habitants, sur un panel de 750 personnes, c'est un chiffre qui a été repris maintes fois par des associations, par les médias, etc. Parce que c'est un chiffre qui est fort. C'est un chiffre aussi que personne n'avait. Vous vous souvenez aussi du premier atelier que nous avons fait. C'était au lancement de notre campagne. Et nous avions fait un atelier qui était dédié à un sujet cœur, qui est la démocratie participative, la démocratie ouverte, la transparence. Vous vous souvenez, on avait parlé, vous nous aviez parlé, du fait que sur ce type de projet, vous n'y compreniez rien. Alors je ne prétends pas, et je ne prétendrai pas, tout clarifier en quelques minutes. Mais on va essayer ce soir de vous présenter rapidement ce que c'est, que cette fameuse RD 154, quelles en sont les implications et quelle est notre position. Vous connaissez peut-être le tracé. Lorsque vous sortez des bureaux, vous avez l'aérospatiale dans votre dos, et lorsque vous sortez des bureaux, vous arrivez à un rond-point qui est relativement nouveau. À ce rond-point, si vous tournez à gauche, vous arrivez à la base de loisirs. Si vous tournez à droite, vous avez ce que moi, quand j'étais gamin, on appelait la route rouge.
cette fameuse route rouge, où on passait à vélo, à pied, et qui nous amène à Chapelle. Cette route, cette RD 154, c'est une route asphaltée de 2 voies qui passerait par là. C'est un projet qui date de 1973. 1973, c'est pas une date en l'air. C'est une date qui a beaucoup d'écho. Parce qu'en 1973, cette route, elle avait des objectifs. Elle avait des objectifs qui étaient de désenclaver des quartiers qui devaient être construits. Notamment désenclaver le quartier qui devait être créé dans les bois de Verneuil dans les années 90. Mais la route, elle ne s'arrête pas à Verneuil. La route, une fois que vous arrivez à Chapelle, si elle était construite, elle continuerait son chemin jusqu'à Vernouillet et pour rejoindre vers Orgeval l'autoroute A13. C'est important que vous connaissiez le tracé, parce que quand on connaît le tracé, on en connaît également mieux, tout simplement, les implications. La vision des gens qui ont porté cette route, depuis 1973, était la suivante. Désenclaver certains tracés et constituer un nouvel itinéraire que certains appellent, pour faire de la com, la 104 bis, un chemin qui permettrait de mieux relier Orgeval et l'échangeur au pont de Triel d'un côté et de l'autre côté, évidemment, au pont de Melan. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On a travaillé avec des associations, notamment on a échangé avec le COPRA, c'est leur carte, et sur leur site vous trouverez tous les éléments qui racontent la manière dont eux l'ont analysé, que vous pourrez confronter avec, de la même manière, les projets tels que racontés par le conseil départemental. Tout est transparent sur leur site internet en termes de vision. Aujourd'hui, la RD 154, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous le savez, mais la RD 154, ce n'est pas cette déviation. La RD 154, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il s'agit du boulevard André Malraux. Et la déviation à la RD 154, son objectif final, a toujours été 3 choses. Désengorger le boulevard André Malraux, puisque vous n'avez plus besoin d'y passer si vous venez des Mureaux, des Clairières, pour rejoindre la 13, et donc générer moins de nuisances, pollution, accidents à Verneuil, mais aussi à Vernouillet. Et le projet tel que raconté initialement avait aussi d'autres vocations, à savoir créer des tracés alternatifs et connectés dans un grand réseau qui vise aussi à la création de ponts, notamment à Jussier, parce que c'est vrai que le pont de Melan est lui-même absolument débordé le soir. Je pense que vous voyez de quoi je vais parler. C'est un projet de ville. C'est un projet de ville qui a été porté depuis 1973. Ce projet de ville, c'était le suivant. D'abord, désengorger le centre-ville de Verneuil, moins de bruit, moins de pollution. Ensuite, créer des nouveaux quartiers, parce qu'il faut construire, pour différentes raisons, on y reviendra. Enfin, avoir un schéma départemental qui permette à la ville de mieux s'urbaniser. On a rencontré des promoteurs, on a rencontré des architectes, on a rencontré aussi celles et ceux qui sont à la mémoire de la ville. Personne ne s'en cache. La RD 154, elle a aussi un objectif assez clair et assumé. J'ai entendu un promoteur qui nous l'a dit en face. Ça permettra de mieux reconnecter Chapelle, Vernouillet, le A13 vers Orgeval, avec à côté de la place de loisirs un grand terrain tout plat où certains ont un appétit assez profond pour construire. Vous voyez de quoi je parle, un grand aérodrome. La RD 154, pour nous, c'est un sujet qui n'est pas neuf. Certains élus du territoire ont déjà dit qu'ils étaient contre. Certains élus du territoire ont déjà dit qu'ils étaient pour. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'ils vous ont tous déçus. Parce que ceux qui disaient qu'ils étaient contre n'ont jamais pu tenir leurs promesses. Je vous l'ai dit, c'est un projet départemental. Vous avez entendu lundi, c'est Valérie Pécresse qui va notamment, petit bout, le cofinancer. On est donc dans un projet qui, d'une certaine manière, dépasse un peu les simples logiques municipales. C'est pour ça que ceux qui s'y opposaient fermement n'ont jamais réussi jusqu'à maintenant, en tout cas, à faire quoi que ce soit. Ceux qui étaient pour n'ont pas réussi à le faire, ceux qui étaient contre n'ont toujours pas réussi à trouver ce qu'on appelle en anglais un settlement, un accord. Moi, je vous ai entendu
et vous m'avez tous dit que c'était un sujet de cœur de campagne. Alors j'ai pris une décision. Ma décision, c'est la chose suivante. C'est que, en moins d'un an, on va régler ce sujet qui dure depuis un demi-siècle. En moins d'un an, on va pas seulement solutionner, comme on dit, le sujet de la RD 154. En moins d'un an, on va résoudre le sujet et l'intégrer dans une vision de la ville. On a été rencontrer tous les élus du territoire. On a échangé avec Pascal Collado, à Vernouillet, avec François Garret, au Murau, avec les élus, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a consultés, d'Édecmont à Triel, Carrière-sous-Poissy, etc. Enfin, tous les élus de l'Interco sont concernés. Tous les élus ont un avis parfois différent. Alors, comment trouver un accord avec tout le monde? Quand je vous dis qu'on a travaillé d'arrache-pied sur l'environnement, je devrais vous rajouter une parenthèse. Avec Paul, on a travaillé l'environnement, mais on s'est fait aider de Séguir pour aller rencontrer les élus et trouver une position qui allait nous permettre, comme je viens de le dire, de régler le problème, le sujet de la RD 154 une fois pour toutes, en mettant tout le monde d'accord. Tous les élus, voire même une partie des candidats qui ne sont pas élus, mais qui ont bien sûr un avis sur la question. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est la chose suivante. On va mettre fin à 50 ans d'inaction par l'engagement de la population. On va mettre fin à 50 ans d'inaction par une consultation des citoyens qui, d'ici l'été, nous permettra, une fois pour toutes, de régler le sujet. Ce n'est pas à un maire de prendre la décision. Un maire est impuissant, je l'ai dit. Ce n'est pas aux élus du territoire, à l'Interco, à l'État, au département, de prendre une décision. C'est à vous de la prendre. Ce n'est pas à moi, demain, élu, de prendre la décision. C'est aux habitants de Verneuil de la prendre. Et pourquoi? Parce que si aujourd'hui on n'est pas capable d'assumer la démocratie, c'est qu'on a peur, et je n'ai pas peur. Quelle que soit la décision que vous prendrez, quelle que soit la décision qui sortira des urnes, j'en ferai la mienne. Et je vous promets que cette décision, je la porterai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et attention, attention, on va mettre des conditions tout de suite. La première chose, c'est que vous m'avez dit vous-même que vous étiez mal informé. Et je le comprends, je peux vous dire, il y a un paquet d'élus du territoire qui eux-mêmes ne comprenaient pas le tracé. On va faire une consultation, mais on va faire autre chose. Avant de faire une consultation, on va déclassifier la totalité des dossiers que nous avons désormais, en partie, du moins, pour que vous puissiez prendre une décision raisonnée et raisonnable. Attention aussi à autre chose. C'est que les raisons pour lesquelles on a pensé la déviation il y a 50 ans sont toujours valables. Et qu'on la fasse ou pas, on n'en résoudra qu'une partie. On est à plus de 20 millions d'euros pour la création de la RD 154. Si on fait la RD 154, si vous voulez faire la RD 154, ok. La bonne nouvelle, c'est que le conseil départemental a déjà dit qu'une fois que la RD 154 serait faite, il s'engageait à financer le réaménagement total du boulevard André Malraux. Les enveloppes existent, les commerçants le savent, ils ont été nombreux à nous le dire. Cette enveloppe, elle existe déjà. Si la RD 154, vous êtes pour, vous aurez ce réaménagement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un tel réaménagement, il ne coûte pas 20 millions. Alors si jamais vous êtes contre, je vous promets également que d'ici mi-mandat, à horizon 3 ans, on réaménagera de toute manière le boulevard André Malraux. Et ça, c'est essentiel. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Parce que l'environnement, votre cadre de vie, n'a pas de prix. Le reboisement du boulevard André Malraux doit être envisagé. Les maisons ne sont pas concernées par le boulot. Vous avez les cours, derrière les cours, vous avez des murs de ferme. Ce ne sont pas eux qui se plaignent. Ce ne sont pas eux qui se plaignent, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'eux, ils sont à l'écart. Par contre, si vous regardez les bâtiments rouges qui, eux, longent le boulevard André Malraux, un peu avant, si vous allez vers les Mureaux, le terrain de pétanque, sur la droite,
Ce bâtiment-là, j'ai fait tous les étages. Je peux vous dire que dans ce bâtiment, le matin, lorsque vous avez les bus scolaires, oui, c'est pollué. Oui, ça sent pas bon. Et oui, ça fait du bruit. Sur Verneuil, la RD 154, c'est un projet qui doit être donc pris sous 2 angles. Premier angle, cette consultation pour savoir si oui ou non c'est la déviation. Et ça, c'est vous qui tranchez. Le réaménagement, c'est un autre sujet, et c'est un vrai sujet. Ce réaménagement, il doit aller de pair avec une chose évidente. Évidente, mais quand c'est évident, on n'y pense pas. Vous savez à Verneuil, qui sont les personnes qui sont les plus favorables à la RD 154 ? Ce sont les commerçants. Les commerçants du boulevard André Malraux. Quand on leur en parle, ils se disent que si on fait cette déviation, il y aura moins de trafic et donc plus de piétons. C'est un sentiment. C'est un sentiment parce que si vous regardez toutes les déviations en Ile-de-France et puis même ailleurs, il y a suffisamment d'exemples qui montrent qu'à chaque fois qu'on fait une déviation, il y a moins de monde qui passe et ça fait péricliter les commerces. Sauf que si vous parlez avec les commerçants, avec les professionnels, si vous parlez avec les gens qui vivent notre ville, pas seulement avec les gens qui y habitent, ils ont aussi leur mot à dire. La consultation qu'on fera, ça ne sera donc pas une consultation seulement des habitants. Ça sera une consultation de ceux qui vivent la ville, ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent. Parce qu'il est important de penser la déviation d'abord comme un tout. Elle concerne tous les habitants, tous ceux qui la vivent. Et pour le réaménagement, quoi qu'il arrive, nous prendrons en compte leurs demandes. C'est des choses toutes bêtes. C'est des choses toutes bêtes, des parkings, des réaménagements de parking, des réaménagements de voiries, des endroits dangereux. Regardez devant Picard. Encore une voiture, il y a quelques semaines qui s'est emplafonnée parce que le tournant est dangereux. On le sait, ça fait des années que c'est comme ça. Aujourd'hui, il est temps de réaménager le boulevard André Malraux. Alors oui. Oui, on va faire une consultation. Oui, on va réaménager, quoi qu'il arrive, le boulevard André Malraux. Mais il y a une dernière chose que je voudrais vous dire. Ce n'est pas un projet qui concerne Verneuil. Ça concerne Verneuil, bien sûr, mais ça concerne bien plus largement notre territoire. J'ai échangé avec les maires, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez déjà lu dans la presse. Aujourd'hui, si nous sommes élus, nous ferons une consultation pour vous laisser choisir. Nous réaménagerons le boulevard André Malraux, mais cette consultation initiale, nous la ferons pas seulement à Verneuil, mais main dans la main avec les élus que nous rejoignons de Vernouillet. Pascal Collado, l'actuel maire de Vernouillet, a déjà dit qu'il était partant. Si nous sommes élus, s'il est élu, la consultation sera sur les 2 villes. Et ça sera une première dans l'histoire de notre territoire. Pour vous dire un dernier mot, retenez 3 choses. Oui, on peut régler le sujet de la RD 154 et de sa déviation en moins d'1 an, alors que ça traîne depuis un demi-siècle. Oui, nous pouvons en profiter pour réaménager et améliorer notre cadre de vie en 3 ans, mi-mandat. Et oui, nous pouvons envisager de consulter les habitants, pas seulement de la ville, mais également des villes concernées. Mais une chose est sûre, c'est que ce projet de consultation, il est inédit. Et il y aura 2 choses qui seront regardées. Le résultat, bien sûr, mais aussi la participation. Tous les dispositifs, si nous sommes élus, sur cette consultation, nous vous les présenterons dans les tout prochains mois, dans les semaines suivantes l'élection, afin de pouvoir tenir le scrutin avant l'été. Je me permets de m'arrêter là, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir réagir. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Merci Fabien pour cet exposé. Alors on va vous donner la parole maintenant. Et vous allez réagir et Fabien va répondre à toutes vos questions. Qui veut prendre la parole en premier, monsieur ? Oui, bonjour, Bernard Déton, président de l'Adju Environnement. Donc, je suis heureux d'entendre un discours aussi précis sur la RD 154, effectivement. J'avais une question sur la réaction du président du conseil départemental. Quelle va être sa position et comment le convaincre en cas d'avis négatif de la population?
Merci beaucoup Bernard pour cette question. En l'occurrence, c'est un sujet qui nous a tous beaucoup occupés parce que vous savez que les subventions départementales sont essentielles à la bonne vie d'une commune. On ne pourra pas, là, dans quelques semaines, vous présenter un programme si on ne peut pas financer le social. Vous en avez beaucoup parlé de manière actuelle. Si on ne peut pas financer l'accompagnement des personnes âgées qui dépendent du département, etc. Les compétences départementales sont essentielles. Il y a une deuxième entité qui est très importante aussi, c'est GPSEO, Interco, qui elle-même est concernée. Ces deux strates territoriales, on les a abordées de la manière suivante. D'abord, on les a abordées ensemble. Comme je l'ai dit, on a travaillé avec les élus, on a même demandé des audiences, différentes personnes, pour les rencontrer, etc. Si jamais nous sommes élus, nous ne serons pas seuls. Certains élus avaient peur de se poser frontalement parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur coup, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils étaient seuls et parce qu'ils n'avaient pas leur population vraiment avec eux. Si demain, nous avons un vote, votre vote, pour ou contre, nous sommes en mesure d'y répondre. Et je vais vous donner deux exemples très simples. On dit souvent de la République en marche beaucoup de choses. Et regardons les réalités. Le grand projet de Notre-Dame-des-Landes, consultation, vote, décision. La décision des élus, la décision des habitants, la décision des personnes qui vivent le territoire. Si pour Notre-Dame-des-Landes, ils ont été capables de le faire, à plusieurs maires, nous le serons. Avec vous, nous le serons. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques sur comment on structurera les finances, sur comment on structurera les questions de subvention. C'est très important. On le fera. Et non seulement on le fera, et en plus, on le fera avec des chiffres précis, puisque vous le savez, lorsque Pascal Collado s'est à lui-même donné ses positions, il a lui-même évalué les risques. Il a lui-même envisagé le pire. Mais bon, il ne faut pas envisager le pire toujours. Parce que quoi qu'il arrive, vous savez que dans un an, il y a les élections départementales. Et envisager le pire aujourd'hui pourrait nous amener aussi des bonnes surprises. Sait-on jamais. D'autres questions? Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Jean-Pierre Renier, président de Bien Vivre à Vernouillet. Donc, je vous remercie. Déjà, je pense que c'est une bonne solution, la consultation, et je pense que l'État le regardera de près. Donc, parce qu'il faut se rappeler quand même que cette délégation, il y a quand même le préfet encore des moyens, et les ministères de l'Environnement aussi. Mais je voudrais juste reprendre quelques éléments. Moi, quand je suis devenu président de Bien Vivre à Vernouillet en 2012, j'ai été voir le dossier aux archives de l'urbanisme. Il y avait effectivement 2 boîtes, et dedans, il y avait effectivement 2000 pages et l'étude d'impact. Je vais vous prendre un seul élément, parce que si on fait campagne contre la déviation, on connaît bien les éléments. Sur le coup, je n'étais pas pour et contre, moi j'ai regardé le dossier, point final. Il y avait quand même un enjeu majeur qui était non seulement les bois de Verneuil, mais aussi la plaine agricole de Vernouillet. L'ensemble était quand même 12 hectares, et surtout nous, on avait notre zone agricole protégée, et c'est une façon d'étendre cette zone agricole protégée, protéger tout l'eau de Vernouillet et de Verneuil d'une future urbanisation. Mais l'essentiel, c'était l'étude de trafic. Et l'étude de trafic, qu'est-ce qu'elle disait? Donc en 2005, on passerait de 13 000 à 20 000 véhicules, on est toujours à 13 000, mais surtout, c'est le détail. Et une petite phrase, elle est la suivante. L'enquête disait ceci. Ah, le trafic baissera peut-être de 15%, mais il augmentera sur une partie des boulevards, effectivement, pour simplement reprendre les autres rues qui, elles, verraient une hausse du trafic. Et je vais vous donner des exemples. Vous avez la rue des Vignes à Verneuil, puis surtout à Vernouillet, vous avez 2 rues tortueuses, qui est la rue Aristide-Briand et la rue de Breteuil. C'est-à-dire que, je prendrai donc ces 2 éléments-là, il y en a plein d'autres, mais c'est-à-dire que l'étude de trafic qui avait été faite à l'époque dit déjà qu'en finale, les arguments de base n'étaient pas bons. Quand vous prenez l'immeuble de la Terre Rouge, la pollution, oui, comme vous le dites si bien, et je comprends les gens, c'est la pollution, effectivement, des bus le matin, des écoles, et aujourd'hui, la déviation ne va pas déplacer les écoles. Je vais finir par un dernier point, c'était l'étude qui a été faite, puisque nous, on a des procédures en cours sur la modification du puits de Vernouillet, et lié à la déviation toujours. Je vais finir par cette phrase. La mission régionale de l'autorité environnementale, et si vous êtes bien aussi le plus intercommunal, disent une chose. Aujourd'hui, on évite de mettre de nouvelles populations près d'un axe routier, à la pollution d'un axe routier. Alors, je pense bien aux gens du boulevard, mais en fait, déplacer la pollution, c'est pas seulement que vous allez enlever de la pollution à un endroit, en fait, pas suffisamment et pas encore, puisque je vous ai au travail, mais surtout, vous mettez une nouvelle population à la pollution, et nous, on a donc l'école, et je vais bientôt finir le collège,
Pourquoi? Très simple, tout nouvel axe routier, aujourd'hui, on éviterait de construire des établissements recevant du public dans une bande de 100 mètres à cause des particules fines, et une bande de 200 mètres à partir des dioxydes d'azote, enfin bref, le dioxyde. Donc, et un cas complémentaire, le bruit sonore et la pollution lumineuse. Donc, vous voyez, on peut être pour les axes structurants, on peut être pour les départementales, tout ça, on peut en discuter. Moi, je suis le premier pour le niveau organisation douce, un développement local. Il faut regarder les chiffres de départ, les études de départ. Et quand on les analyse clairement, objectivement, il y a des moyens d'action. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, puisque moi j'ai des procédures, mais les maires ont encore les moyens d'agir. Et justement, c'est ce qu'il faut faire, dans la mesure où, effectivement, après les élections, il y a une vraie consultation, et on pourrait suspendre la déviation pendant les 2-3 mois de la consultation. Il y a les moyens de faire. Merci beaucoup. Alors moi, j'en ai pas. Mais je vais vous répondre sur les 3 points. Le premier point, ça répondra aussi à la première question, c'est que vous imaginez bien qu'on a dialogué avec le conseil départemental, avec des élus du conseil régional, avec l'Interco, avec les municipalités, mais bon, entre nous. L'avantage d'être en marche, c'est aussi d'avoir accès plus facilement aux organisations de l'État. Et on n'a pas pris une décision en l'air, on n'a pas sécurisé les budgets à l'arrache, on a fait des choses bien, parce qu'il était important d'inclure toutes les strates et d'avoir l'aval, évidemment, de l'État. Première chose. Deuxièmement, je ne vais pas aujourd'hui, tout de suite, rentrer dans les détails du réaménagement du boulevard André Malraux, on pourra dire beaucoup de choses. Et juste pour rebondir, sur les questions de pollution, sur les questions de pollution sonore, par exemple, ça a été beaucoup remonté, pour le coup, notamment par les commerçants, et c'est vrai, ils ont raison. Ça fait beaucoup de bruit l'été lorsqu'ils ouvrent les portes. Il y a des choses toutes bêtes à faire. Dans les années 73, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, l'asphalte anti-bruit, ça ne coûte pas si cher. Ça existe. Et ça marche plutôt bien. Mais bon, je rentrerai dans les détails une autre fois, puisque c'est un sujet assez complexe. Le réaménagement de cet axe sera en tout cas une formidable opportunité pour Verneuil, et je laisserai nos voisins décider ce qu'ils veulent. Et pour Verneuil, ça sera une formidable opportunité de réinventer un axe, en effet, incluant des mobilités douces, en effet, en recréant un poumon vert dans la ville, en effet, en vous permettant de le réapproprier avec les enjeux de sécurité enfin pris en compte. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre cette route. Notre vocation, ce sera tout simplement d'être jusqu'à l'élection. Puis après l'élection, la plateforme qu'il manque pour en débattre. Vous l'avez constaté, ce soir, vous avez des gens qui sont pour, il y a certainement des gens dans la salle qui sont contre, il y en a dans notre liste, il y en a partout sur le territoire. Notre vocation, ça sera tout simplement de vous donner la parole. Et pour ce faire, il y a un truc tout simple. Vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez. Ceux qui veulent s'exprimer, qui veulent contribuer au débat, qui veulent donner des éléments qu'on n'aurait pas. On a tout l'équipement qu'il faut. Des simples téléphones, de quoi filmer, pour pouvoir vous donner la parole. Et ceux qui le souhaitent, à la fin de cette séquence, de ce soir, sont les bienvenus pour faire la queue. Je pense qu'il y aura pas mal de monde qui seront intéressés pour dire ce qu'ils en ressentent, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, mais en tout cas pour contribuer au débat, et que cette élection municipale ne soit pas seulement un référendum, comme on dit, sur un sujet qui nous dépasse, mais une plateforme de débat pour un moment dédié qui vous permettra de trancher sur ce sujet. Mais on a beaucoup parlé, et le temps tourne, et il y a un sujet encore plus compliqué que la RD 154 à traiter, la marina, la pointe de Verneuil. La pointe de Verneuil, c'est ce fameux terrain qui est en bord de Seine, entre l'étang de la Grosse-Pierre et l'étang du Gaillardon. C'est un terrain très bien placé. C'est un terrain, comme vous le savez, où il y a eu dans l'histoire beaucoup de choses. Souvenez-vous, il y a presque une trentaine d'années, les étangs, même avant, n'existaient pas. C'était des pâturages. Pour ceux qui ont connu Georges Denis, c'était des champs jusque pendant la Seconde Guerre mondiale. Il racontait comment il passait ses troupeaux au-dessus du pont. Il y a d'ailleurs les impacts de balles lorsque les avions canardaient l'aérospatiale. Enfin, c'était des champs, des pâturages, qui ont été transformés en sablières des années après.
les sablières qui ont été remblayées, puis inondées. Et puis, en 2003, ce terrain qui était inconstructible a été remblayé avec des remblais illégaux. Et petit à petit, les choses ont évolué, notamment administrativement, pour que le terrain soit jugé depuis quelques semaines seulement constructible, là où, il y a encore quelques temps, il ne l'était pas. Je vais vous raconter l'histoire de ce terrain et du pourquoi il faut bien la comprendre avant de prendre une décision, et de comment nous-mêmes on y a réfléchi. Je vous l'ai dit, ce terrain, il avait quelques caractéristiques. La première, c'est que ici vous aviez Caterpillar, ici vous aviez une entreprise de béton, il y a toujours une galerie à cet endroit d'ailleurs. Ce terrain, il est, et on le verra un peu plus tard, très stratégique, mais jusqu'à il y a quelques années, ou plus exactement seulement quelques semaines malheureusement, il était en deux parties. On y reviendra, et notamment le bord de Seine était en zone écologique, en ZNIEF, zone nationale écologique, intérêt écologique. Ce terrain, il est incontestablement bien placé, pas s'en cacher. Et c'était évident qu'il y aurait de nombreux projets qui seraient présentés. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer plusieurs promoteurs, parce que ce soir, on va parler du projet qui a été présenté déjà par les élus, et porté notamment par Bouygues. Mais, et ça me paraît important de le dire tout de suite, c'est qu'il y a eu plein de projets qui ont été présentés, et que ça a été assez intéressant pour bien comprendre, d'appréhender les choix qui avaient été faits. Les choix qui ont été faits, vous les connaissez, c'est un projet de 600 logements et 250 bateaux, puisqu'ils veulent créer une marina. Vous avez été très nombreux lors de notre grande marche, ce fameux porte-à-porte géant de 3 mois, à nous dire que vous y étiez absolument opposés. 70% d'entre vous y étaient opposés. Mais quand on écoute un peu plus finement, parce que ce chiffre, on ne vous l'avait pas encore vraiment décortiqué, c'était pour faire monter un peu le suspense, lorsqu'on décortique un peu ce chiffre, il y a quelque chose quand même d'assez important. La première chose, c'est que la plupart d'entre vous qui nous disaient on est plutôt contre, vous ne voyez pas vraiment où c'était, et se posaient avant tout à la création de nouvelles constructions. Pas seulement d'ailleurs sur ce terrain, mais souvent dans vos discours, aux différentes constructions qui sont en train d'être faites, que ce soit dans le quartier SNCF aujourd'hui, que ce soit en centre-ville, ou devant la gare de Vernouillet-Verneuil demain. C'est vrai, le sujet des constructions, vous vous souvenez, c'est un des sujets que vous avez le plus relayé. Vous nous disiez, vous en aviez marre. Mais il faut être rationnel. Quand on veut être élu à la commune, il faut prendre en compte, bien sûr, et je ne vais pas vous le dire maintenant après vous avoir expliqué ma vision sur la RDC 54, il faut prendre d'abord la température et suivre, lorsqu'on le peut, les aspirations des habitants qui sont les premiers concernés, évidemment. Mais il faut aussi réfléchir globalement et comprendre les différentes implications des projets. En l'occurrence, ce terrain, c'est un terrain qui est intégré dans un schéma qu'on appelle, c'est le jargon, un OIN, Opération d'intérêt national. Pourquoi? Parce que demain, vous le savez, dans quelques années, ça vient vite, moi depuis que je suis né, en fait, on m'en parle, mais ça finira bien par arriver. Il y a le fameux RER-E et OL qui desservira les gares de Vernouillet-Verneuil et des Clairières. Et dans le cadre de cette construction, l'OIN implique la construction de logements supplémentaires pour subvenir aux personnes qui s'installeront sur notre territoire. Alors, première chose, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, a un sentiment. Mais il faut confronter ce sentiment, quel qu'il soit, à la réalité. Aujourd'hui, il n'est pas question de vous dire, de vous mentir, je pourrais être populiste, qu'on ne construira plus dans Verneuil, puisque, encore une fois, un maire a des compétences, et un maire doit respecter la loi. Or, l'OIN implique, impose de construire des logements. Mais attention, construire, ok, et construire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, je vous l'ai déjà dit en porte-à-porte, que ce soit sur ce terrain, que ce soit ailleurs, c'est hors de question. Le modèle de ville que nous voulons vous proposer, c'est un modèle très simple. Permettre aux gens qui vivent la ville de la vivre bien. Et regardez ce terrain.
terrain, il a quand même plusieurs problèmes. Le premier problème de ce terrain, et ils sont sans doute les mieux informés, c'est qu'il est exactement, et vous le savez sans doute, dans la ligne droite de l'aérodrome. Ça vous dit peut-être rien, on la mettra sur Internet, mais si vous imaginez le bruit que ça fait, les avions qui survolent, eh ben vous habiteriez pas là. Et je veux bien, j'ai lu les études. Il y en a des milliers de pages d'études qui vont être déclassifiées après les élections lorsqu'ils vont rendre public la totalité des documents à l'Interco. Je les ai lus. Et c'est bien, hein, c'est super de faire des études de bruit et de me dire qu'il n'y a pas de bruit. Mais bon, il ne faut pas trop nous prendre pour des idiots. Hein. Les études qui sont faites en semaine, alors que l'aérodrome il est surtout ouvert le week-end, pas que le week-end, et surtout le week-end, et surtout à certaines saisons, ça a quand même quelques implications. Et je vous laisserai écouter par vous-même. On a fait des captations, il n'y a pas besoin d'être un expert pour dire que ça fait du bruit. Et ce bruit, c'est pas que l'aérodrome. C'est aussi 3 autres choses auxquelles on ne pense pas. Bon, il y a une chose qu'on pense. On pense au chemin de fer, surtout avec Elon, ça on y pense. On pense un peu moins au deuxième chemin de fer, de l'autre côté de la Seine. Avec la réverbération sur la Seine, ça fait un boucan du diable. On ne pense pas vraiment non plus, parce que, ouais, Éole déjà c'est lointain, mais le canal Seine-Nord, c'est aussi une réalité pour les prochaines années. Et l'augmentation du trafic sur la Seine, de trafic d'hommes, de matériaux en plus, va amener un vacarme qui sera et qui est voué à être grandissant. Je vous ai parlé de pollution sonore. Parlons d'une autre pollution auquel on pense encore moins. Une pollution pourtant qui est elle-même tout aussi évidente. Est-ce que vous aimeriez habiter sur un terrain qui joue une station d'épuration? Bon, une troisième chose. Vous aimeriez habiter sur un terrain qui est pollué? Je ne me suis pas permis ce soir de vous mettre les documents que nous avons à l'écran, parce qu'en grande partie, ils sont protégés, et je n'ai pas envie d'être poursuivi par différents promoteurs, différents architectes, etc. Mais mettre des écoles à quelques centaines de mètres de zones de terre polluée, de sol pollué, alors qu'on sait, et c'est même marqué dans les études, que les zones migrent, ça ne paraît pas être une très bonne idée. Et je pense qu'on peut s'accorder sur certains sujets, et d'ailleurs ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce que je vais vous raconter ce soir, je l'ai raconté évidemment aux différentes associations, aux différentes personnes qui ont bien voulu nous recevoir. Et ça me paraît important de vous dire qu'on l'a également présenté la semaine dernière avec Paul à Boulogne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas présenter, penser, réfléchir ce bout de terrain sans avoir les informations, comme je vous l'ai dit. Parce que je vous ai dit qu'il y avait plein de trucs négatifs, il y a aussi des trucs très positifs auxquels on ne pense pas. C'est que ce terrain, il est super bien situé, et surtout, puisqu'il est pollué, il y a une chose que personnellement je m'interdirais, c'est de ne rien faire. On ne va pas laisser un terrain pollué en plein milieu. Ça n'aurait pas de sens. Pour vos enfants, pour leurs chiens, pour les sportifs. Vous n'avez pas que d'aider à l'amianter. Si vous regardiez la totalité, et vous l'aurez bientôt entre les mains dès qu'elle se sera déclassifiée, vous serez surpris de voir ce qu'il y a dans ce terrain. Mais au-delà de ce sujet, je voudrais rentrer un peu dans les détails. Et vous faire voir quelques images que vous n'avez probablement pas en tête. Je ne peux pas tout vous montrer ce soir, vous aurez l'occasion de tout voir bientôt, mais je vais commencer par vous montrer quelques images qui, pour le coup, elles, sont déjà publiques. C'est les premières visions de certains architectes. Ouais, c'est la pointe de Verneuil. C'est ce genre de vision qui a abouti petit à petit et progressivement. Ce sont certainement des maquettes, ce sont certainement des pistes de réflexion. Ça, c'est une des images qui, pour le coup, est publique, qui avait été faite par un cabinet d'architectes, probablement mandaté par un des acteurs du territoire. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on me dit toujours que les acteurs qui travaillent de tels projets sont responsables. On est quand même dans un terrain, je vous l'ai dit, qui est en bord de Seine. Et voilà ce que certains osent imaginer. Vous aimeriez habiter là? Pas responsable. Pourquoi? Parce que le projet qui en a abouti ne prend pas en compte les réalités du territoire. Les réalités que je vous ai déjà dites, mais aussi d'autres réalités qui vous ont été largement mis sous la table.
La première réalité, c'est que ce bout de terrain, il faut arrêter de le voir seulement sous le prisme de Verneuil. Bien sûr, on habite à Verneuil, on vit à Verneuil, mais ce n'est pas un terrain qui est entre guillemets, qui ne concerne que nous. Il s'intègre dans un paysage qui concerne également l'autre rive. J'ai entendu plusieurs associations, dont l'a dit, de le dire plusieurs fois, mais moi j'ai rencontré les autres villes en face, qui nous le disent. Ils ont une vue plongeante, ils ne veulent pas n'importe quoi, et surtout ils ne veulent pas être demain les témoins d'une catastrophe si un tel quartier était construit ainsi. Pourquoi une catastrophe? Parce que je ne vais pas vous faire les 4000 pages d'éléments. Mais si on prend quelques trucs comme ça qu'on jette en l'air, imaginez un bête accident. Un bête accident. Par exemple, je ne sais pas, un enfant qui se tord la cheville par là. Un incendie de l'autre côté. Vous savez quoi? Vous savez combien il y a d'accès pour accéder à ce quartier? Pas suffisamment. Clairement, pas suffisamment. Et il y a plein d'autres choses comme ça, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et ce quartier est enclavé, c'est une ville dans la ville, et le quartier tel qu'imaginé ne nous paraît pas responsable. C'est un grand débat de savoir si ce terrain est inondable, parce qu'il y a eu beaucoup d'études. Beaucoup d'études qui disent tout et son contraire. Mais voilà à peu près ce qu'on trouve si on regarde les cartes qui sont disponibles sur Internet. Quand c'est bleu, c'est que c'est mouillé. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mouillé en temps normal. Ça ne veut pas dire non plus que c'est inondé lorsque c'est une crue de 1910. Là, c'est sur des projections un petit peu plus grandes, je crois que c'est sur 1000 mètres, mais ce ne sont pas des projections complètement hasardeuses, déjà parce qu'elles ont été faites par les organismes publics, mais surtout, et on aura l'occasion d'en reparler sur le troisième temps de notre atelier, c'est que les projections qui ont été faites sur ce quartier ont toujours été faites sur les zones de crue de 1910. Super. Il y a des gens peut-être qui ne devaient pas trop croire à un truc qu'on appelle le réchauffement climatique, qui laisse quand même présager, mais je ne suis pas le meilleur expert, il y en a dans la salle qui en parleront mieux que moi, des choses un petit peu plus négatives, des catastrophes un petit peu grandissantes, et surtout qui encouragent à ne pas construire en bord de Seine. Mais la question, je vous l'ai dit, c'est comment on fait si on se dit, entre nous, deux choses. Comment on résout ce paradoxe si on dit, on est dans un quartier qui demain peut être inondé, on est dans un quartier qui est pollué, sonore, les sols, les odeurs, etc. Comment on fait si on dit que ce quartier, de toute manière, et c'est probablement la chose la plus importante, il a déjà été acheté par des établissements publics, une partie de l'Interco, une partie des EPCI, je ne vais pas rentrer dans les détails, des établissements publics. Encore une fois, on pourra rendre public le maximum des choses qu'on a. Comment on fait si on se dit que ce terrain, de toute manière, est intégré dans l'OIM et qu'il a vocation à être construit? C'est le paradoxe. Alors, je dois vous avouer qu'on s'est arraché les cheveux. Je dois vous avouer qu'on a galéré, parce que vous savez, c'est quand même compliqué quand on a un terrain comme ça qui est valorisé sur des millions. Vous imaginez l'argent que c'est pour des promoteurs qui ont travaillé des années, 6 ans, on nous disait en rendez-vous, pour trouver des solutions. Comment on fait pour repenser cet espace en sachant que personne n'a vraiment envie d'y vivre? Pas facile. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement plusieurs choses. La première chose, c'est la carte des zones naturelles. Ce terrain, le construire, pourquoi pas? Construire la zone qui était en ZIAF hier, hors de question. Alors oui, ça a moins de valeur parce qu'on perd l'accès Seine. Mais pourquoi commencer à construire des zones écologiques, le fameux corridor qui prend sur toute la base de loisirs? J'ai pu en parler avec les différents élus du territoire, même eux étaient abasourdis. La deuxième chose, c'est le PLUI. Il a été voté il y a même pas 10 jours, qui de toute manière la prévoit, cette fameuse marina. Comme si c'était irrémédiable. Comme s'il n'y avait plus rien à faire. Et pourtant, comme on le disait, personne n'a envie d'habiter les futurs logements sociaux, je ne sais pas, en face de la station d'épuration. Les promesses d'une darse creusée de 8 mètres qui pourrait permettre à la Seine en pleine inondation de ne pas trop déborder, l'infiltration dans les sols. Il y a beaucoup de choses. Quand je parle d'infiltration, je ne parle pas complètement dans le bleu, hein, parce que vous avez vu la carte avec les images, et surtout si on va sur le site de la ville de Verneuil, ça me paraît une bonne référence. Si on suit les petits liserés bleus sur les inondations, c'est ici, ça va jusqu'à là. Sur les PPRI, ça a été retiré. Administrativement, on fait des merveilles. Mais alors, que faire de ce territoire? Un terrain miné, pollué,
un terrain à réinventer. La question qu'on s'est posée, c'est la suivante. C'est que le projet, tel qu'il est défini par Bouygues, tel qu'il est défini par la ville, tel qu'il est défini également par tous les gens qui ont mis la main à la pâte, et Dieu sait qu'il y en a, il est défini comme étant un terrain à proximité des halls. Intéressant, encore plus de valeur. Sauf que bon, si on fait le triangle, vous voyez la chose, c'est que vous êtes quand même loin des gares. Alors vous avez la totalité des nuisances des halls, le bruit. Vous n'avez pas beaucoup d'avantages quand on regarde où est le terrain par rapport aux gares. Vous connaissez le mot qui est employé lorsqu'on parle de la marina? C'est le même mot qui est employé lorsqu'on parle de projet, notamment de réaménagement sur l'ensemble du territoire. C'est un mot qui est complètement galvaudé par ces maires bétonneurs et par ces élus qui veulent faire du greenwashing. C'est le terme écoquartier. Si on regarde dans le dictionnaire ou sur les fiches qu'on trouve sur Internet, on lit tout simplement un truc qui, moi, m'a vraiment marqué. C'est qu'un écoquartier est un territoire qui est situé à moins de 500 mètres de transport en commun, et notamment de gare. Ah bah donc, par définition, c'est pas un écoquartier, notre truc. Alors, comment on fait si on veut réinventer ce territoire en se disant que la mode, c'est une chose, le mot, c'est une chose, mais la tendance est forte. Les gens veulent habiter dans un cadre de vie sympathique, dans un cadre de vie naturel, et nous, vous le savez, j'espère depuis le début de la campagne, notre leitmotiv, ça reste naturellement vermeil. Si on veut résoudre le sujet, voilà comment ça fonctionne. Vous voyez le territoire dont on parle? Il est ici. En vert, ce sont les zones humides, les zones qui ne doivent pas être construites, puisque par définition, elles sont humides et protégées. La ZNIEF qui était là, la zone nationale écologique. Les contours, qui de toute manière, dans aucun projet, je vous rassure sur le coup, ne sont à construire, à bâtir. Et puis, plus globalement, les autres zones, vous voyez l'aérodrome qui est en zone verte, en zone humide. Plus globalement, les zones en bord de Seine et en bord d'étang, rien de bien surprenant. Il n'y a rien qui vous choque? Eh bien, souvent, il n'y a rien qui vous choque parce que, comme moi, vous êtes complètement habitué à regarder la ville de l'intérieur. On la vit, on la voit, et on ne la réinvente pas. En l'occurrence, on a travaillé avec des architectes, notamment une que je voudrais vraiment remercier, Madame Vezzoni, qui a son cabinet à Marseille, et d'autres que je ne citerai pas aujourd'hui, puisqu'ils sont sur notre territoire. Et ils nous ont dit d'ouvrir les yeux. Pourquoi c'était une bonne idée, le projet de la marina, initialement? Parce qu'il s'agissait tout simplement de revitaliser une zone qui a été minée, sinistrée. Et c'est vrai. Cette ambition, elle est juste. Et on ne va pas dire le contraire. De toute manière, ce terrain va bien falloir en faire quelque chose, vu les coûts qui sont impliqués, vu les sommes dont il est question et vu la pollution des sols. Alors comment on fait? En regardant un peu la carte, et puis plus globalement en regardant les différentes cartes, différents PLU, plans locaux d'urbanisme, avant qu'ils cèdent la main au PLU, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, on remarque une petite chose. Et c'est la clé. Le terrain dont on parle, il est ici. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, il est hors de question d'y habiter. Mais demain, si nous sommes élus, si nous pourrons et nous ferons un projet de logement, puisque nous n'avons pas le choix, quelque chose qui est indépendant de la commune, nous construirons un quartier, un écoquartier, non pas sur un terrain pollué, comme on l'a dit, mais sur un terrain qui, lui, est à revitaliser. On l'a tous oublié. C'est un terrain qui est derrière la gare des Clairières. C'est un terrain qui est revenu dans l'actualité après l'explosion de la petite usine. Pourtant, c'est une usine qui est entièrement démontable. Et c'est pas moi qui le dis. C'est un terrain qui est à réinventer dans le PLU, dans le plan d'urbanisme. Il était même marqué noir sur blanc que c'était une zone industrielle à revitaliser. Et je pense que dans la salle, il y a certains élus, même de la ville, qui le connaissent mieux que moi pour y avoir travaillé. En l'occurrence, ce petit bout de terrain, il a plusieurs choses intéressantes. D'abord, il est à proximité de la gare des Clairières. Une gare qui est amenée, qui a vocation demain à être entièrement repensée. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a déjà eu certains votes, il y aura demain une passerelle qui permettra de mieux connecter les deux bords du RER. Et puis, vous avez été nombreux, surtout aux Clairières d'ailleurs, à nous dire que vous vouliez avoir un meilleur accès à la base de loisirs,
au centre équestre. Si on doit demain habiter quelque part, si on doit demain envisager, réinventer la ville, en mettant dans cette ville la totalité des choses que vous nous avez dites, on peut non seulement mieux connecter ce quartier, on peut non seulement mieux le réinventer, mais en plus, on a des preuves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des grandes entreprises qui avaient déjà voulu s'installer ici. On ne va pas les citer ce soir. Et quand on leur demande pourquoi elles ne l'ont pas fait, il y avait des questions de sol. Et de toute manière, quand on leur demande un peu plus précisément, quand on parle avec les promoteurs qui ont pour le coup travaillé la marina, question des sols, c'est des vraies questions à prendre en considération, mais de toute manière, le sol côté marina est lui aussi pollué. Et puis dépolluer des sols, repenser un terrain, sont des choses qui sont absolument habituelles. On est par ailleurs, encore une fois, dans une zone d'ancienne sablière qui a été remblayée, qui est en partie polluée. On a vérifié. C'est des choses qui ont déjà été faites. On a travaillé notamment avec des personnes qui ont déjà fait ces choses-là au Québec. On sait revitaliser les anciennes sablières qui ont été remblayées avec des déchets pollués. La vraie nature des sols, je dois vous l'admettre, on ne sait pas tout. Mais si on est élu, on aura les documents et on aura les manettes parce qu'on sera accompagné d'acteurs du territoire, de promoteurs, d'autres acteurs, urbanistes, architectes, avocats, pour voir comment réinventer la ville en imaginant le déplacement d'un quartier qui nous permettra, par ailleurs, d'éviter un désastre à cet emplacement, puisque vous le savez, et il ne me semble pas utile de le préciser, qu'il est absolument de toute manière inconcevable d'imaginer une marina à Verneuil, puisque les marinas des autres villes aux alentours, elles-mêmes, ne fonctionnent pas. Réinventer la ville, c'est des belles paroles. Vous imaginez tout de suite des coûts. Vous vous dites, oulala, encore des constructions. Mais attendez, on n'est qu'au tout début de l'histoire. Parce qu'il y a des choses que personne n'avait vues. Et c'est ça qui est intéressant. En l'occurrence, je vous ai donné une première piste là. Je vous ai dit, on pourrait imaginer de déplacer le quartier. Un quartier, par ailleurs, vous voyez, hein, qui est fascinant parce que pour le coup, il n'est pas dans l'angle de la piste. Il est lui-même, on est d'accord, dans l'axe, avec des problématiques de son, on est d'accord. Sauf qu'il y a suffisamment d'espace pour l'avoir travaillé, pour imaginer des habitations qui ne soient pas collées, qui soient même plus éloignées de la gare, du chemin de fer, que les maisons qui sont elles-mêmes déjà collées au chemin de fer. On pourrait donc faire... On n'est pas dans l'axe Seine, on n'est pas victime du bruit de l'autre côté, on n'a pas de station d'épuration, c'est la bonne nouvelle, et déplacer certaines industries très polluantes, voire dangereuses, et vous avez été nombreux au hier à me l'avoir dit, ce sont des choses qui demain nous permettront de réinventer le territoire. Mais imaginez un pôle de compétitivité qui vous permette non seulement d'attirer des entreprises qui nous ont déjà donné des préaccords, parce qu'elles rêvent de s'installer dans les espaces aussi verts, à proximité des halls demain, et avec des nouveaux quartiers modernes. Alors, si j'avais un rêve ce soir, ça serait peut-être d'imaginer un pôle de compétitivité, et là, qui sait, peut-être pas une ville étudiante, peut-être pas une ville jeune, mais une ville en tout cas réinventée, qui intégrera énormément des services que vous nous avez mentionnés, mais on en parlera dans les prochains ateliers. Imaginez une ville reconnectée. Une ville reconnectée, ça veut dire une ville où vous n'avez pas besoin de prendre la voiture pour aller au marché. Parce que si vous habitez sur la pointe, je ne sais pas comment vous allez au marché sans voiture. Par contre, si vous habitez dans le petit espace jaune, demain, avec Éole, vous marchez quelques mètres, vous faites une station de train, vous êtes juste à côté du marché. C'est ça repenser l'immobilité. C'est ça repenser le territoire. C'est se donner des nouveaux moyens. C'est se donner de nouvelles ambitions. Aujourd'hui, les promoteurs jugent de tels projets, je cite, intéressants. Les acteurs privés qui seraient prêts à investir, et vous êtes tellement nombreux à nous avoir parlé des impôts, ça fait aussi réfléchir. Les acteurs privés se sont déjà dit intéressés. Les associations, différentes associations, je les laisserai parler pour elles-mêmes. Mais je n'ai pas eu pour l'instant de cri d'orfraie. Ça va nous permettre ensemble de repenser notre vie et d'apprendre à la réaimer, parce que je pense que vous faites, comme beaucoup d'entre nous, jamais attention à ce petit morceau jaune sur la carte qui ressemble à ça aujourd'hui. Combien d'entre vous sont passés dans cette zone industrielle en jaune récemment? Pas tant que ça. Quelques mains, mais pas tant que ça. Bien sûr, ça posera des paris. Oui, il faudra déplacer certains professionnels. Oui, il faudra repenser l'économie. Mais bon, vous savez, avec le réaménagement de la Grosse Pierre, avec le campus Yvelines aux Mureaux, avec
toute la reconfiguration de la ville, c'est une énorme opportunité pour repenser la ville. Eh bien, je vous dis que ce n'est pas seulement possible, je vous dis que c'est ce qu'on fera. Mais je vous passe le micro. Bonsoir. Si l'on peut construire des logements dans cette zone-là, question, puisque je suis enseignante, je voudrais savoir si on peut envisager, puisque vous parlez d'école tout à l'heure, d'y construire enfin un lycée de secteur pour Verneuil, Vernouillet, Triel, qui permettrait à nos élèves de pouvoir enfin poursuivre leur scolarité à Verneuil et non plus d'être obligés d'aller jusqu'à Poissy. Je vais vous répondre absolument cash. La question des écoles, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une chose que je peux vous promettre tout de suite, parce que c'est facile, c'est que si, regardez bien, si vous voyez où est le quartier, avec la petite passerelle, on sera juste à côté de l'école Prévert demain. Il y a quelques temps, on a fermé des classes à Prévert, parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Il y en a marre de fermer des classes. Aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin d'être accompagnés. Si on fait un quartier à cet endroit-là, on a des espaces. On a des espaces pour permettre le bon accueil des enfants. Maintenant, vous savez, en France, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous allez finir par croire que je suis pénible, mais il y a quand même des choses qui ne dépendent pas des maires. Le collège, c'est pas la mairie. Le lycée, c'est pas la mairie. Faire un bras de fer pour avoir un lycée, on peut regarder. Je ne peux pas faire une promesse sur un bras de fer, parce que lorsqu'on part sur un bras de fer, on ne sait jamais d'avance qui a les plus gros muscles. Repenser la structuration des lycées sur le territoire, oui. Vous promettre qu'il sera là, je ne le ferai pas ce soir. Moi, vous savez, j'ai été au lycée au Corbusier à Poissy, et par ailleurs, il y a un truc qui m'importe beaucoup. C'est pas seulement où est le lycée, c'est aussi comment on peut l'atteindre. C'est inacceptable qu'on ait des lycées mal connectés. Je vous donne deux exemples. On pense au Corbusier. Corbusier, j'ai discuté avec plein de jeunes qui me disaient, bah, dis donc, à 9h30, on n'a plus de bus, parce qu'ils ont coupé. Alors, ils ont remis le 29, mais le 26 n'est pas suffisant, ils ont enlevé des lignes. J'ai envie de vous dire, moi, je prenais le 26 quand j'étais jeune, je peux vous dire que les bus, ils étaient dans un état déplorable. J'engage celles et ceux d'entre vous à venir voir à Poissy, par exemple, à 12h30 le mercredi, les jeunes qui se ruent dans les bus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, on va prendre le train, mais allez-y en hiver, descendez le parc Messonnier pour aller prendre votre train pour revenir à Verneuil. C'est la galère, il faut l'assumer. Donc il faut mieux le reconnecter. Deuxième exemple, encore pire. Moi, j'ai fait ma prépa à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, la classe préparatoire, elle commençait à 8h. Je vous laisse me dire comment on fait pour être à 8h en classe prépa à Saint-Germain-en-Laye. C'est juste à côté de Saint-Germain-en-Laye. Et les villes banlieue à banlieue ont été souvent mal connectées. Et en l'occurrence, c'est une des destinations qui aujourd'hui n'est pas intégrée au maillage territorial. Non, juste une petite remarque, parce que toujours bien par rapport à ce que vous avez dit. Il faut savoir que l'État recommande l'urbanisation favorable à la santé. Ça s'appelle l'UFS. Ceux qui ont l'occasion d'aller voir sur Internet, je répète, l'UFS, c'est une recommandation de l'État dans les plans régionaux de santé, au niveau national aussi. Et quand vous voyez toutes les études qui ont été faites autour de ça, ça donne beaucoup de solutions pour ce type de site qui, comme la Prospère à Vernouillet, quand on entendait parler d'écoquartier, il faut effectivement savoir au départ de quoi on parle. Voilà. Le deuxième point, c'est les cartes de bruit. Vous les avez aussi sur les services de l'État. Ça s'appelle Bruit Paris. Si vous voulez savoir exactement comment est le bruit sur Verneuil, Vernouillet, les rues, si sur le boulevard André Malraux, il y en a ou pas, bah, vous allez voir les cartes. Et un troisième point qui m'intéresse purement technique, ça, vous m'avez parlé de déclassification. Si vous parlez uniquement des documents de Verneuil ou éventuellement des études générales qu'on a, bon, nous on arrive à en avoir difficilement, avec les services de l'État on y arrive quand même, mais est-ce que ça couvre effectivement toutes les études qui ont été faites dans tout le secteur ou uniquement Verneuil? Voilà. Merci. Alors, je vais répondre point par point, mais pour le dernier, sur la déclassification des documents, il y a plusieurs choses. Et j'ai été très prudent ce soir, parce qu'on a beaucoup de documents qu'on aurait pu vous donner, entre guillemets, et j'aurais aimé pouvoir le faire. Et j'ai bien compris que si je le faisais, la campagne s'arrêterait là. Parce qu'il y a des gros intérêts, gouvernementaux, publics, privés, et il faut être assez. Cela dit, en l'occurrence, dans la mesure du possible, rendre public et transparent des documents qui ont vocation à être vôtres, à être publics, c'est naturel. Permettre à chacun d'avoir ses positions, c'est naturel. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a choqué dans les documents qu'on a reçus, ce sont des documents qui sont généralement illisibles. On a passé toutes les vacances de Noël avec mes co-listés de demain à lire
des documents de 4000 pages, imbitables. Ce que je dis à chaque fois, c'est que dans ces documents, il manquait juste la recette de la raclette et l'annuaire inversé. Tout et n'importe quoi. Donc la question, c'est comment rendre surtout lisible, peut-être pas tout déclassifier, mais rendre lisible, pour permettre à chacun de prendre une décision. Ça sert à rien de donner des monceaux de pages, c'est comme ça qu'on noie la prise de décision. Il faut être clair, il faut être naturellement transparent, et c'est à ça qu'on s'engage. Pour vous qui connaissez bien Verneuil, il y a une question qui me vient à l'esprit après votre exposé. On ne va pas se retrouver dans la même histoire que les bois de Verneuil avec la marine. Est-ce que vous avez pu examiner ce point-là? Merci. Alors, c'est une très très bonne question. Et j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, et vous m'avez tendu la perche, c'est que cette histoire des bois de Verneuil, on va y être confronté s'il y a des élus qui sont élus demain et qui s'opposent, eux, non pas à la marina, mais à la RD 154. Parce que si jamais un élu seul se met à s'opposer à la RD 154, il sera victime de deux choses. Première chose, on l'a mentionné tout à l'heure, peut-être qu'on lui coupera les subventions. Ça, c'est des choses qu'on a réfléchi. Et il y a un autre truc. C'est pour ça que c'est important pour nous de bien travailler le sujet, c'est qu'il peut aussi être victime, outre de ces pénalités, de recours de l'État demain. Parce qu'on fait dire beaucoup de choses dans les médias, sur les réseaux sociaux, aux préfets, aux sous-préfets. Et quand vous parlez dans le détail avec le ministère de l'Environnement, ce qu'ils vous disent, c'est que ce ne sera pas un maire tout seul qui décidera du projet. Et on a vu suffisamment d'élus mettre leur commune en danger, être irresponsables finalement, comme vous le disiez à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas pris en compte ces questions financières. Sur la RD 154, si un élu demain vous dit qu'il s'y oppose seul, comme ça, oui, il vous met dans la même situation que les bois de Verneuil. Mais sur la marina, il n'y a pas de sujet pour une simple et bonne raison. C'est que demain, si on implante des entreprises, ce sont elles, et elles sont prêtes déjà à le faire. Ce sont elles qui seront prêtes à participer. Comme, d'ailleurs, il faut les remercier d'une certaine manière, comme Bouygues le faisait avec son projet de marina. La dépollution était intégrée dans leur projet. Il y a plein de choses intéressantes dans leur projet. Et d'ailleurs, absolument rien ne doit nous interdire demain de dialoguer avec eux comme avec tous les autres. En l'occurrence, on ne sera jamais dans les cas des bois de Verneuil, on ne sera jamais en danger pour cette raison. Les entreprises sont déjà prêtes à s'installer, elles ne demandent que ça, et la pression sur les sols est extrêmement importante. Mais il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose, c'est que globalement, je ne vais pas aller jusqu'à dire que certaines personnes vous ont menti. Mais si on regarde la totalité des documents, ces terrains ne sont absolument pas propriété de la ville. Ils ne sont pas propriété de la ville, ces terrains. Ils sont propriété d'établissements publics, et notamment de l'intercommunalité. Je ne dis pas qu'on n'est pas concerné. Mais en l'occurrence, ce n'est pas une question pour la ville. C'est une question, si je rentre un peu dans les détails, d'un côté GPSEO, l'intercommunalité, aujourd'hui présidée par M. Totou, et de l'autre côté, le fameux EPAMESAM, qui aujourd'hui est présidé par M. Bédier. Moi, ce que je vous propose, c'est pas seulement de tourner la page, mais c'est de les laisser face à leurs responsabilités de certaine manière. Aujourd'hui, ce qu'on propose, nous, c'est tout simplement une solution, une vraie solution, où on fait financer les projets par l'attractivité économique, et Dieu sait qu'il y a vraiment des acteurs qui sont prêts à s'implanter. Et de l'autre côté, on crée du logement pour répondre aux OIN, aux opérations d'intérêt national. On ne sera pas dans les situations des bois de Verneuil. Au contraire, on obéit simplement à la loi. Et en plus, si on attire des entreprises, des grandes entreprises, on va pouvoir faire un sacré nombre de choses à Verneuil, puisqu'on aura une partie de nouveaux financements. Il y a d'autres ce bilan de Verneuil. Fabien, je vais essayer d'une façon la plus diplomatique que possible. Avant que tu naisses, il y a effectivement eu l'affaire des bois de Verneuil. Le maire qui était le dernier maire en place qui a eu à gérer cette situation, c'était Jacques Massacré. Il a été élu en 89 et en 91, on lui demandait de payer 120 millions de francs. Alors, pour faire un petit ratio par rapport à l'euro, au jour d'aujourd'hui, notre budget annuel en 91, c'était 60 millions de francs. Donc c'était le double du budget de la ville. Donc aujourd'hui, on est autour de 25-26 millions d'euros. Donc c'est comme si effectivement l'affaire des bois, on avait été condamné 50 millions d'euros. Voilà, pour situer les choses dans l'ordre. La priorité par rapport au projet de la zone jaune, parce qu'effectivement, il aurait juste suffi de venir me voir, m'en parler, parce qu'à l'époque, ces terrains étaient disponibles, donc on avait 13 hectares,
On n'avait qu'une installation classée Val de Seine-Enrobé qui est dessus, donc c'est déjà compliqué quand on a une installation classée de déménager. Mais il s'avère que Jacques Massacré, on l'aime ou on l'aime pas, c'était quand même quelqu'un qui était énergique, qui était en recherche de solutions. Et cette solution-là, fatalement, il aurait sauté dessus instantanément s'il y avait une faisabilité. Donc je veux dire, on peut raconter des trucs à droite, à gauche, etc. Là, il n'y a aucune faisabilité. Donc, Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que les terrains, c'est une ancienne décharge. Et il suffisait juste de me poser la question. Oui, mais j'aurais pu faire. On sait réaménager des décharges. Non, mais on a sorti, nous, un papier, c'est très d'actualité, c'est en ce moment, qui explique que ces terrains-là, on les a vendus au moitié prix que ce qu'on nous a payé à une société qui s'appelle la Francienne de Travaux Publics. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a plus la main là-dessus. Il y a une dépollution telle qui fait que de toute façon, c'est pas constructible. Je rejoins ce que dit Jean-Pierre Grenier, on est en zone 1 au niveau du bruit, etc., etc. Donc, de toute façon, il y a zéro faisabilité. Ensuite, et je termine là-dessus, parce que je ne vais pas en dire beaucoup plus, la Marina, l'établissement public foncier, à cause de Verneuil, qui a le plus gros stock depuis le plus nombre d'années, a passé effectivement maintenant un règlement qui fait qu'une commune a 10 ans pour sortir un projet. On a acheté 2008-2010, donc les 10 ans sont passés, et la promesse de vente qui est passée avec Bouygues échue en 2021. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2021, c'est l'affaire des bois bis. On se retourne vers la commune et on dit c'est contractuel, je l'ai voté. Je suis même parti au tribunal administratif sur ce dossier-là, donc c'est complètement incontournable. On a même changé la répartition en cours de route entre la ville et la communauté urbaine. Donc l'engagement financier pour la commune, c'est à peu près 7 millions, sans présager éventuellement de ce que Bouygues pourrait nous réclamer du fait que le projet n'a pas de faisabilité. Donc m'entendre dire ce soir, ah ben non, tout va bien Madame la Marquise, il ne nous arrivera rien. Non, je veux dire, il y a un moment, il faut dire les choses. Les choses, elles sont très claires, et là, je m'engage devant qui vous voulez, une constat d'huissier, si vous voulez, sur le propos de chacun. Je les ai écrits là. Je vous dis, la zone jaune, on oublie, définitivement, parce que de toute façon, les terrains sont vendus et on n'a aucune possibilité de reprendre la main, et de toute façon, on ne pourrait pas faire de l'habitat dessus. Pardon. Et enfin, la zone rouge, la première des priorités, c'est le remboursement. Voilà. Et ça, de toute façon, c'est incontournable. On ne pourra pas y échapper. Il n'y a pas d'artifice à chacun. Premier point, ceux qui ne peuvent rien faire, ne veulent rien faire, ne savent rien faire, laissez-la. Franchement, on n'a pas travaillé ça hors sol. Les documents, on les a récupérés à l'Interco, on les a récupérés auprès des promoteurs, on les a récupérés également auprès des personnes qui travaillent sur ce territoire. Me dire qu'il n'y a rien de faisable, c'est juste ne pas regarder les documents où c'est marqué explicitement zone A relocalisée. Et vous allez aujourd'hui peut-être me dire que oui, il y a une décharge. Oui, il y a eu une décharge. Et si vous regardez, je n'ai pas caché les dessins. Aujourd'hui, c'est une zone qui, évidemment, est polluée. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait travaillé avec différents acteurs, oui, on sait faire. Alors oui, du temps de M. Cueillet, on ne savait peut-être pas faire. Je suis prêt à le reconnaître. Mais les choses, elles ont évolué. Revitaliser des sablières qui ont été entièrement remblayées de déchets, aujourd'hui, on sait faire. Et ça ne coûte pas si cher, d'autant plus si des promoteurs sont prêts à le prendre en charge. Et ça, ce sont des choses qu'on vous dévoilera au fur et à mesure. Première chose. Deuxième chose, on peut tous entériner nos désaccords, mais avec le RRE, quoi qu'on dise, ce terrain-là, il ne va pas rester comme ça. Il ne restera pas comme ça. La pression immobilière, elle est très forte. Et moi, je veux bien qu'on attaque le PLUI, qu'on attaque les différents... Si j'avais envie de faire durer le suspense, je peux vous dire, j'aurais pu prendre une autre décision, ça aurait été de vous dire, la Marina, elle ne se fera pas durant mon mandat. Mais ça, c'est pas dur, parce qu'il suffit d'attaquer dans tous les sens, tout le monde le sait. Et sauf qui est-ce qui en pâtirait sinon vous-même? Parce que attaquer, c'est bien, mais c'est pas solutionner. Et faire de la Marina, ce que certains élus ont fait hier de la RD 154, autrement dit, un gros gloubi-boulga, où à la fin, il ne se passe rien, et tout semble irrémédiable, il n'y a pas de solution, et tout le monde est en désaccord, c'est pas ça ma proposition. Ma proposition, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'il y a des acteurs qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à payer, parce que la pression a changé. Le RRE n'est plus un mirage. La dépollution, on sait maintenant le faire. On a des acteurs qui ont envie de payer parce qu'ils ont envie de s'installer, parce qu'ils ont envie d'être à Verneuil,
comme vous avez envie, vous, d'habiter à Verneuil. Aujourd'hui, me dire que c'est impossible, c'est un joli défi. C'est un joli défi. Je dirais pas plus. Parce que nous, on a trouvé, on a les gens qui sont prêts à le faire. Je vais juste rajouter une petite précision pour ceux qui me connaissent. À l'époque de Jacques Massacré, moi j'ai été élu d'opposition et j'ai été aussi au conseil d'administration de la SAM Aéropa qui projetait d'implanter des entreprises dans cette zone. Et si on ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce que Jacques Massacré a perdu les élections et que quand Philippe Tautou a été élu, il a bloqué le projet parce que lui, il ne pensait qu'à construire du résidentiel. Voilà. Merci. Antonio Duarte, je suis architecte urbaniste, je suis également le coordinateur national de l'UDE qui soutient Fabien pour cette campagne. Aujourd'hui, deux observations effectivement sur votre projet qui est extrêmement détaillé, assez impressionnant parce qu'effectivement, on voit que vous connaissez la commune, que vous y êtes impliqué, vous avez une vraie vision de l'avenir de votre ville, ce qui est essentiel pour un maire pour gouverner pour les 20 prochaines années. Et vous soulignez deux points essentiels. Effectivement, sur la marina, vous soulignez sur la question du réchauffement climatique. On connaît tous beaucoup de villes dans le sud de la France, Cannes par exemple, avec les inondations récentes. Vous avez des quartiers entiers qui étaient sous l'eau. Des quartiers qui ont été construits récemment. Vous avez aujourd'hui des maires qui sont poursuivis en justice pour la responsabilité pénale parce qu'effectivement, ils ont autorisé, ils savaient que c'était des zones inondables. Aujourd'hui, il y a des habitants qui ont investi leur argent, leurs économies, et qui aujourd'hui ont des maisons, ont des immeubles, des appartements qui sont sous l'eau, sans compter les risques. Il y a eu des morts aussi. Et donc, c'est pas un sujet bénin. Et effectivement, c'est une lourde responsabilité de quel que soit le maire qui sera élu à l'issue de ces élections, de prendre l'engagement de construire dans une zone qui est clairement inondable. Et effectivement, quand on parle des crues de 1910, probablement, dans le 21e siècle, je ne sais pas quand, elles seront probablement plus élevées que les crues qu'on a connues. Bon, en tout cas, il faut s'y préparer. C'est la responsabilité d'un élu. Et je trouve ce point-là assez remarquable. Et évidemment, c'est plus facile de dire on va construire et je ne serai plus là quand il y aura les inondations, évidemment, en termes de responsabilité publique. Deuxième point, sur le secteur jaune. Alors, je sais bien que pour un citoyen qui n'a pas dont c'est pas le métier, dont il n'y a pas la formation, la culture scientifique, sur le papier, ça paraît invraisemblable de dire on va demain construire des logements sur un site industriel, sur une ancienne carrière, sur une ancienne déchetterie, les terrains sont pollués, les sols sont de très mauvaise qualité, sablonneux, mais aujourd'hui, je vais vous dire, on construit pratiquement n'importe où. On a les techniques pour le faire. Alors après, ça a un coût. En réalité, c'est le seul sujet. C'est un coût de pollution qui n'est pas négligeable. Il y a un coût de fondation spéciale avec des micropieux pour aller chercher un peu plus loin dans la terre des bons sols pour qu'effectivement les constructions soient non inondables. Il y a des techniques de construction aussi en cas de crue haute pour faire les parkings en piscine inversée, entre guillemets, pour que l'immeuble puisse bouger sans se fracturer. C'est en réalité des techniques antisismiques qu'on connaît en Californie, au Japon, qui aujourd'hui sont développées en France. Donc on sait faire, c'est simplement une question de coût. Après, il faut trouver l'équilibre économique de l'opération. Sur le dernier point que vous soulignez, aujourd'hui, effectivement, il y a un propriétaire privé, mais il y a des outils d'urbanisme qui sont à la disposition des maires, qui sont rarement utilisés, et qui peuvent aller jusqu'à l'expropriation. Mais après, souvent, on peut trouver des accords amiables. Il faut laisser le temps, simplement, de retrouver un autre site et de trouver, de ne pas menacer l'emploi des activités industrielles sur place. Ouais, merci. J'ai une question très brève. Si la marina doit se faire, qui en a la propriété? Et au cas où, par hasard, il n'y aurait pas 150 possesseurs de bateaux à Verneuil, qui va s'occuper des frais de fonctionnement et du déficit éventuel de cette opération? J'ai envie de renvoyer la balle à ceux qui ont porté le projet. Mais pour vous répondre, aujourd'hui c'est un projet qui est porté par oui, qui promet dans les documents qu'il soit rentable. Alors, je dois vous dire un truc, je vais être honnête avec vous. C'est que l'a priori qu'on a tous sur une marina, c'est oh là là, qui est-ce qui va bien s'installer et tout là-dedans. C'est exactement ce qu'on entend sur toutes les communes aux alentours. La pression sur le foncier fluvial, c'est quelque chose qui pourtant
ça a été démontré sur notre commune, est réel. On a un port à Verneuil, on est nombreux, j'imagine, dans la salle à avoir imaginé pendant des années qu'il n'aurait jamais été plein l'hiver. Cela dit, si on prend la marina, regardez la carrière sous Poissy, les projets. Regardez en amont du fleuve, différents projets, ça marche pas. Qu'est-ce qui en sera responsable? Ah oui. Pour la marina, comment vous comptez arrêter le projet si c'est déjà lancé en fait? Les terrains ont été achetés par des établissements publics qui ont ensuite fait des promesses de vente, vont devenir caduques bientôt. Donc les choses sont aujourd'hui assez faciles. Les premiers concernés sur ce sujet, ça reste le promoteur. On ne peut pas travailler sans lui. Mais la pression, elle est très forte. Vous vous souvenez du chiffre? 70% des habitants sont contre. Et de 1. Et de 2, les élus du territoire sont plutôt opposés à ce projet. Parce que ce n'est pas juste un projet qui concerne Verneuil. C'est aussi toute la base de loisirs qui est concernée, donc les bureaux, donc Vernouillet, mais aussi l'autre rive de la Seine qu'on oublie encore à chaque fois, parce qu'on a un tropisme et parce qu'on est fiers de notre ville sur la rive de Verneuil. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles parce que justement, on arrive à une cristallisation. C'est une vraie cristallisation qui fait que ce moment, il est inédit. C'est vrai qu'à 20, 30 ans, ça aurait été impossible de vous présenter ce projet. Parce que EOL était un mirage, parce que les contrats avaient été passés, parce que les appels à projets étaient en cours. Mais là, on est à un moment où on a les moyens, où on a les volontarismes de différents acteurs qui nous permettent, pour la première fois, de repenser ce territoire et d'imaginer un contre-projet. Ça, mais derrière, il va y avoir des pénalités. Et dans le détail, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est que, évidemment qu'il y a des permis, mais qui vont devenir caducs, donc on peut très bien faire autre chose. Évidemment, on aimerait tous dire on ne construit pas un point. Sauf que les OIN, les opérations d'intérêt nationaux et régionaux par ailleurs, font que de toute manière dans la zone, dans cet espace, on va devoir construire. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement cette histoire que la zone en jaune est marquée comme à revitaliser, c'est qu'elle est inclue dans l'OIN. Et plus précisément, et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille avec les différentes personnes avec qui on a travaillé, c'est que si vous prenez la carte en un instant, la zone en rouge était marquée non pas en zone à aménager en termes d'urbanisation, mais en zone à développer économiquement. Là, la zone de l'autre côté, en jaune, était inclue dans l'OIN. Donc légalement, on est dans les clous. Je ne dis pas que ça sera simple. Je ne dis pas que c'est un projet à 2 ans. Je dis que c'est un projet de ville, que c'est des projets peut-être même plus que quelques années, et que sur un mandat, on a en tout cas une opportunité de cristalliser cette vision de la ville pour la prolonger ensemble. Le prochain maire sera celui qui pourra décider d'une certaine manière de l'orientation du cadre de gestion. On va parler maintenant de la question de la transition écologique, mais fini de parler, j'ai trop parlé, c'est à vous qu'on va tendre le micro, puisque notre programme et nos propositions en matière de transition écologique, énergétique, etc., vous seront présentés la fois suivante, le 13 février. Par contre, ce soir, on voudrait vous interroger, vous, sur 3 questions qui sont remontées perpétuellement dans les résultats de la fameuse grande marche à l'étude de porte-à-porte. Les 3 sujets qu'on va aborder sont les suivants. Première question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient prendre la parole sur améliorer la sensibilisation à la transition écologique? Bonjour, je suis Isabelle Sade, j'habite pas Verneuil, mais c'est vrai que je suis en tant que citoyenne et membre de la République En Marche très préoccupée par le sujet de la transition écologique. Et je voulais simplement partager avec vous en fait le chemin que j'ai fait. Je pense que d'abord il faut intégrer le fait que le sujet de la transition écologique à 25%, ce sont des décisions individuelles. Donc ça c'est relativement simple à comprendre, mais par contre pas forcément très simple à mettre en œuvre. Le deuxième point, c'est que 75% de l'impact écologique va relever effectivement de l'État et entre autres des maires. Donc c'est vrai que l'engagement d'un maire aujourd'hui sur le sujet de la transition écologique, pour moi, il est fondamental. Quand je parle donc d'engagement à titre personnel, c'est vrai qu'il faut globalement moins consommer d'énergie. Donc ça veut dire faire un certain nombre de changements sur la façon de se déplacer, la façon d'isoler son logement, la façon de consommer de la viande, puisqu'en fait le réchauffement climatique est lié au gaz à effet de serre, dont l'agriculture en émet, enfin notamment les bovins en émettent beaucoup.
Donc il y a un certain nombre de sujets qui relèvent de l'individuel. Après, c'est vrai que c'est au niveau des mairies, au niveau le fait que les mairies peuvent être exemplaires, je reprendrai ce mot-là, par exemple sur l'isolation des bâtiments publics. Ben voilà, donc effectivement, le maire il va avoir à la fois un engagement à prendre sur les bâtiments municipaux et effectivement il a aussi un rôle de protection des habitants puisqu'il va y avoir effectivement dans les décennies qui viennent des températures assez fortes. Donc il est important qu'il y ait des espaces pour protéger de la chaleur, peut-être beaucoup plus d'espaces verts. Donc, comment améliorer la sensibilisation des gens? C'est déjà en parlant, c'est collectivement pour se rassurer un peu et prendre des décisions à la fois individuelles et collectives. Merci beaucoup. En l'occurrence, sur ces sujets-là, vous en avez déjà parlé lors de nos vidéos. Il y a des choses toutes simples que vous vouliez voir à Verneuil. Et si on vous révélera beaucoup de choses la prochaine fois, ça permet de maintenir un peu le suspense. Il y a quand même des choses qu'on peut vous répéter, et notamment cette idée assez forte de notre côté d'envisager une assemblée citoyenne pour le climat et les questions écologiques, pour que vous puissiez avoir un lieu, comme c'est le cas dans beaucoup de nos villes voisines, pour aborder ces sujets et réfléchir à des choses très concrètes, que ce soit l'écologie dans les écoles, la bétonisation de certains espaces, l'éclairage, ou encore l'aménagement de certains de nos espaces. C'est des sujets très simples, sauf qu'on peut faire beaucoup d'économies. Des économies d'énergie et parfois même des économies financières. Que vous voulez dire là finalement, est-ce que ça peut être traduit dans un plan communal pour cette affaire-là, pour qu'au final on puisse évaluer dans le temps l'avancement des idées qui peuvent être retenues dans le programme? Bien sûr. Ce qui est important, c'est pas de faire des promesses dans le flou, c'est de faire des promesses qui soient budgétairement possibles, des promesses qui soient par ailleurs, pas que des promesses, mais avec des choses réalisables avec des moyens derrière. La prochaine fois, on va vous présenter les premières mesures de notre projet. On va structurer les choses, on va répondre plus précisément aux logiques financières, aux logiques d'aménagement, etc. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est toutes ces petites idées qui n'ont pas cristallisé. Aujourd'hui, sur l'écologie, il y a des choses qu'on peut faire. Je peux vous dire, il y a une première chose qu'on fera. J'ai dit cette assemblée, c'est pour permettre de prolonger ce débat par ailleurs. Que beaucoup d'entre vous, et ils ne sont pas très représentés ce soir, mais je pense qu'ils sont pour beaucoup, derrière leur caméra en train de regarder les jeunes avec lesquels on a eu des longs échanges sur ces sujets et qui veulent reprendre la main sur leur avenir écologique. Je pense qu'il y a une envie de débat, il y a une envie de continuer la concertation et de passer à la main sur les questions écologiques dans la ville. C'est tout ça, ça ne coûte rien. Être rassemblé pour discuter et changer les bonnes idées, c'est quelque chose, encore une fois, qui, entre guillemets, ne mange pas de pain. Mais il y a une deuxième chose qu'on peut dire, qui va dans la logique de tout ce qu'on a dit ce soir, et qui m'ouvre également le champ à ce qu'on racontera la prochaine fois, que je résumerai à 4 mots. Stop à la bétonisation. Tout bête. Ça coûte rien. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça répond à une attente réelle dont vous nous avez fait part. Allez, on prend une dernière question. C'est pas tellement une question, on n'en voit pas. Une réflexion. Les solutions, elles existent depuis déjà très longtemps. Le problème, c'est effectivement comment les appliquer. Alors, la sensibilisation à la transition écologique des citoyens, elle peut se faire à travers un document qu'une mairie peut éditer tous les mois. Vous éditez le journal de Verneuil, par exemple. Et puis, parallèlement, vous éditez un fascicule sur les bonnes pratiques en matière de transition écologique, pour donner l'exemple. On a, par exemple, un concours sur les balcons ou les jardins fleuris. On pourrait très bien avoir un concours sur les bonnes pratiques écologiques et primer des personnes qui, effectivement, par leurs décisions, parce qu'effectivement, beaucoup de choses vont venir par les citoyens, mais ça ne vient pas assez vite. Quelque part, il faudrait un petit peu aussi de l'obligation, et ça pourrait être effectivement un élément moteur pour permettre à d'autres voisins, par exemple, de venir voir quelles sont les réalisations qui ont été faites. La question, moi, par rapport à la pollution, par rapport ici, c'est le tout voiture. À Verneuil, c'est tout voiture. Moi, je loue par la région, que je félicite,
un Véligo, donc c'est un vélo électrique qui me coûte 40 € par mois. Tout ce que je peux faire en vélo, je le fais. Hier, j'ai été à Sartrouville en vélo, et je vous raconte pas le problème, c'est les pistes cyclables, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La sécurité pour les vélos, les vélocipédistes, pardon, il n'y en a pas. Donc c'est là où j'attends qu'une commune fasse des efforts. Quand vous parliez de pollution parce qu'il y a des bus, mais où sont les bus hybrides qui ne polluent pas parce qu'ils sont en ville, ils marchent effectivement autrement avec de l'électricité comme les voitures hybrides. Donc les solutions, elles existent. Moi j'étais de ceux, et pourtant j'avais que 16 ans à l'époque, avec René Dumont, qui est un ingénieur agronome, qui a dit exactement ce qui allait se passer actuellement. J'étais pas encarté dans un parti politique, je suis toujours pas encarté dans un parti politique, mais moi j'agis. Donc, par contre, on n'a pas 40 ans, ou 40 ou 50 ans maintenant. Et on est en train d'assassiner nos enfants et nos petits-enfants. Donc moi, au jour le jour, je fais systématiquement une idée de plus vers la transition écologique. Je suis en train d'étudier, d'installer un chauffage à granulés bois et à cogénération maintenant qui existe, parce qu'on peut produire aussi son électricité. Les exemples, il n'en manque pas. Donc effectivement, essayons de les transmettre à des citoyens d'une commune. Organisons un concours, pourquoi pas. Moi, je suis prêt à faire visiter ou à expliquer les projets que je peux mettre en place régulièrement. Et je pense qu'on ira beaucoup plus vite, quoi, parce qu'on ne va pas assez vite. On va vraiment pas assez vite. Merci mille fois. Dans la ville, sur plein de sujets, il y a 3 choses qu'on a oubliées. Les bonnes volontés, elles sont là. Et les gens, ils sont prêts à participer. Moi, j'ai toujours, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été avec des écolibris, par exemple, ramasser des mégots, des choses comme ça. Il y a toujours des gens qui sont volontaires, qui sont mobilisés sur tous ces sujets, pas que la transition écologique d'ailleurs. Et ça, c'est motivant. Ça montre bien qu'il y a des choses à faire et que les gens sont prêts à participer. La deuxième chose, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a des questions de mobilité à prendre en compte. C'est plus de la com. Mais à Verneuil, vous avez raison, il n'y a même pas la com. Je passe la parole. Oui, d'abord, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr, l'urgence, sur le temps qui nous reste. Mais pour prendre la mesure des efforts collectifs qui sont faits, il commence à y avoir, et on a fait parler avec Isabelle Satt, des indicateurs qui commencent à se construire sur la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle d'une commune, à travers les gestes écologiques. Je pense que ce sont des démarches qui permettent de mesurer collectivement les efforts qui sont faits, les gains. Et la dernière chose, c'est que pour moi, et je m'arrêterai sur ça, une mairie exemplaire, c'est une mairie qui intègre les sujets écologiques à l'ensemble de ses décisions. C'est tout simple. Et même si on peut compléter et que vous avez tous vos visions et qu'on complétera cette démarche, il y a énormément de choses à faire, mais si on commence par des petites bouts, par des petites choses, je pense qu'on peut faire des grandes choses ensemble. C'est aussi comme ça qu'on va structurer notre campagne. Et sur cela, je vous remercie. Bonne soirée. Merci encore. On va aller un petit peu derrière et on va pouvoir prolonger les échanges parce que les questions vont être